Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque virtuel, non seulement pour avoir lancé cet appel à communication, mais également pour me permettre d'y intervenir, ce dont je suis honoré et tout à fait ravi. Alors d'ailleurs, dans leur appel à contribution, il soulignait que l'activité de recherche universitaire devait se poursuivre, et j'ai compris par là que cette activité de recherche universitaire répondait à un besoin essentiel à la vie de la nation, et c'est précisément de besoins essentiels à la vie, plus généralement, dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Alors cette notion de besoin essentiel à la vie, elle n'est pas propre au droit, elle n'en est même pas originaire. C'est une notion qui est originaire des sciences psychologiques, avec la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow, les sciences infirmières également, avec les 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson. C'est une notion qui a transité par d'autres disciplines, comme l'économie ou encore la philosophie, et c'est une notion qui est, depuis un certain nombre d'années déjà, réceptionnée en droit, et même en droit positif. Je vous en donnerai 3 exemples notables. Premier exemple, en droit des services publics, la notion de besoin essentiel à la vie du pays ou de la nation est utilisée dans le cadre de l'application de la jurisprudence de Haine et de la conciliation opérée entre, d'une part, le droit de grève et d'autre part, le principe de continuité des services publics, des limitations pouvant être apportées au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire, notamment aux besoins essentiels du pays ou de la nation. Deuxième exemple, le droit de la famille, puisque la notion de besoins fondamentaux de l'enfant est l'un des éléments pris en compte par la protection de l'enfance au terme de l'article L112-3 du Code de l'action sociale et des familles. Et enfin, troisième et dernier exemple, le droit des étrangers, puisque la notion de besoins fondamentaux du demandeur d'asile est utilisée dans le cadre de l'application de la directive du 27 janvier 2003, qui permet à l'administration de recourir à titre exceptionnel, à des modalités différentes que celles qui sont normalement prévues en matière d'accueil des demandeurs d'asile, sous réserve, précisément, de couvrir leurs besoins fondamentaux. Alors, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, cette notion de besoin essentiel à la vie est abondamment utilisée et mobilisée dans le discours juridique et politique. Alors, c'est notamment et particulièrement le cas en Tunisie, puisque ces derniers jours, les autorités tunisiennes ont adopté 2 décrets en date du 22 mars. Le premier interdisant la circulation des personnes, sauf pour subvenir à leurs besoins essentiels, le second fixant une liste non exhaustive de besoins essentiels. En France, cette notion est également mobilisée et est utilisée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, mais cette mobilisation et cette utilisation sont peut-être moins directes et moins explicites. Pourtant, dans son adresse du 12 mars dernier, le président de la République nous invitait déjà à limiter nos déplacements au strict nécessaire. Dans cette perspective, la loi du 23 mars relative à l'état d'urgence sanitaire permet au Premier ministre, notamment, d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sauf pour subvenir à leurs besoins essentiels, que ce soit des besoins alimentaires, de santé ou familiaux. On voit poindre derrière ces mesures les besoins essentiels à la vie de la population. De surcroît, dans sa déclaration du 14 mars dernier, qui préfigurait le contenu des arrêtés qui allaient être pris les jours suivants, le Premier ministre avait prescrit la fermeture des lieux accueillant du public, des commerces, et avait interdit les rassemblements de plus de 100 personnes non indispensables à la continuité de la vie de la nation. Derrière cette seconde mesure, apparaissent les besoins essentiels à la vie de la nation. Alors l'objectif de ma contribution est de tenter de vous montrer et de répondre à la question de quoi la notion de besoin essentiel à la vie est-elle le nom, et de le faire d'un point de vue de juriste. Et ce que je souhaiterais vous démontrer, c'est que cette notion de besoin essentiel à la vie est une notion fonctionnelle et non pas une notion proprement conceptuelle,
au sens de la distinction célèbre établie par le doyen Vedel il y a maintenant plus d'un demi-siècle. Alors, notion fonctionnelle et pas notion proprement conceptuelle, ça signifie tout simplement que cette notion de besoin essentiel à la vie procède directement d'une fonction qui seule lui confère une véritable unité. Ce sera le premier temps de ma démonstration. Et qu'en conséquence, cette notion ne peut pas être définie complètement selon les critères logiques habituels et qu'elle a un contenu nécessairement indéterminé et évolutif. Ce sera le second temps de ma démonstration. Alors, premier temps de ma démonstration, la notion de besoin essentiel à la vie utilisée dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus est une notion fonctionnelle parce qu'elle procède directement d'une fonction qui seule lui confère une véritable unité. Alors, pour reprendre les exemples que je viens de vous donner, en droit des services publics, la notion de besoin essentiel à la vie de la nation ou du pays sert de limite à la reconnaissance du droit de grève et constitue par conséquent une garantie pour les usagers du service public. En droit des étrangers, la notion de besoins fondamentaux du demandeur d'asile constitue à l'inverse une limite pour l'administration lorsqu'elle recourt à des modalités différentes que celles qui sont normalement prévues, et donc une garantie pour les demandeurs d'asile et pour que soient couverts leurs besoins fondamentaux. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie et l'épidémie Covid-19, la notion de besoin essentiel à la vie sert également de limite, de noyau dur incompressible aux restrictions des droits et des libertés impliquant un rapport interpersonnel. Et ce noyau dur incompressible est évidemment essentiel dans une société démocratique. Alors cette fonction assignée à la notion de besoin essentiel à la vie dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus vient, à mon sens, bouleverser l'équilibre classique de police administrative dans lequel s'inscrivent traditionnellement ces mesures restrictives. Alors cet équilibre classique de police administrative entre ordre public et liberté individuelle, il s'inspire de la célèbre formule du commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'État de 1917 Baldi, formule selon laquelle la liberté est le principe, la restriction de police l'exception. Et cet équilibre classique entre ordre public et liberté individuelle, hérité notamment de la jurisprudence Benjamin, il peut être notamment résumé en trois temps. Premier temps, l'autorité administrative de police est chargée du maintien de l'ordre public. Deuxième élément, dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, elle doit concilier l'accomplissement de cette mission avec les libertés garanties par la loi. Et troisième temps, il en résulte que les mesures de police qu'elle édicte doivent être adaptées, nécessaires, proportionnées aux seules nécessités de l'ordre public. Alors officiellement, dans la lettre, les mesures restrictives qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus s'inscrivent dans cet équilibre classique de police administrative. C'est d'ailleurs ce que martèlent les pouvoirs publics en rappelant sans cesse cette exigence de proportionnalité des mesures adoptées. C'est ce qu'a également rappelé le Conseil d'État dans son ordonnance du 22 mars dernier. Alors, je ne le cite pas, je vous y renvoie, c'est le considérant numéro 3 où le Conseil d'État vient expliquer que les mesures prises, elles sont attentatoires à certaines libertés, mais elles poursuivent un objectif de santé publique, donc elles doivent être adaptées, nécessaires, proportionnées à cet objectif. Donc officiellement, dans la lettre, ces mesures s'inscrivent dans le cadre de cet équilibre classique que je viens de décrire entre ordre public et liberté individuelle. Mais en réalité, les mesures restrictives qui sont prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie viennent perturber, pour ne pas dire bouleverser, voire renverser cet équilibre classique. Alors si je reprends les trois éléments, d'une part, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l'autorité administrative de police est moins chargée de la protection de l'ordre public général que de la protection d'un ordre public particulier et spécifique, l'ordre public sanitaire. C'est pour des motifs de santé publique
que ces mesures restrictives ont été adoptées. Deuxième temps, c'est donc moins dans une logique de conciliation que dans une logique de véritable limitation maximale ou maximum. C'est un élément de langage qui est martelé par les pouvoirs publics. Limitation maximale ou maximum des libertés impliquant des rapports interpersonnels. On le sait, hein, l'objectif poursuivi, il ne peut être, l'une des mesures les plus efficaces pour le réaliser, c'est précisément le respect de ces règles en matière de distanciation sociale. Et troisième élément de perturbation, c'est peut-être moins une exigence d'adaptation, de nécessité, de proportionnalité de l'atteinte de la mesure restrictive par rapport à l'objectif poursuivi, qu'une exigence de nécessité de l'activité, du droit ou de la liberté maintenue par rapport aux besoins essentiels à la vie qui a tendance à être mise en avant. Et je crois que ce bouleversement de cet équilibre classique de police administrative a été mis en avant, au moins dans une certaine mesure, dans l'ordonnance du Conseil d'État, le Conseil d'État ayant prescrit sur certains points précis un renforcement des mesures de confinement qui étaient déjà adoptées. Donc je crois que voilà, la fonction assignée à cette notion de besoin essentiel à la vie, c'est une fonction voilà, de noyau dur incompressible. Ne sont maintenues que les activités, droits et libertés nécessaires à l'exercice de ces besoins essentiels à la vie, et que cette notion, elle vient perturber cet équilibre classique de police administrative hérité de la jurisprudence Benjamin entre ordre public et liberté individuelle. Alors, second temps de ma démonstration, qui sera beaucoup plus bref, conséquence de son caractère fonctionnel, la notion de besoin essentiel à la vie ne peut pas être définie complètement selon les critères logiques habituels, et son contenu est nécessairement évolutif et indéterminé. Alors je crois sur ce point qu'il faut bien distinguer les besoins essentiels à la vie de la population des besoins essentiels à la vie de la nation. Pour une raison très simple, si la population existe physiquement, ce n'est pas le cas de la nation. Comme le souligne la doctrine constitutionnaliste, notamment une formule du professeur Dominique Rousseau, vous pouvez déjeuner avec la population, pas avec la nation. Et cette différence fondamentale a des incidences dans la détermination des besoins essentiels à chacune d'entre elles. Alors s'agissant des besoins essentiels à la vie de la population, les choses sont plus simples. Tous les spécialistes s'accordent pour une forme de consensus autour de ce qui est nécessaire à la vie des êtres humains, respirer, boire, manger, dormir, éliminer. Et ces besoins essentiels à la vie, on les retrouve dans les mesures, dans la réglementation des déplacements qui a été adoptée pour lutter contre l'épidémie, les activités, droits et libertés maintenus étant ceux nécessaires à l'exercice et à la satisfaction de ces besoins essentiels. Mais une chose est la détermination de ces besoins essentiels, une autre est la question de savoir quelles sont les activités, droits et libertés que l'on maintient pour les satisfaire. Et c'est tout le sens, je crois, de l'argumentation du syndicat Jeunes Médecins dans l'ordonnance du Conseil d'État de dimanche dernier, qui ne remettait pas en cause l'existence de ces besoins essentiels à la vie de la population, mais qui estimait simplement que des mesures plus restrictives, mais qui permettaient toujours de les satisfaire, pouvaient être prises. Question du ravitaillement qui a été retoquée par le Conseil d'État. Alors cette question des besoins essentiels à la vie de la population pose, selon moi, très digne d'intérêt et pourrait permettre de relancer la question de la hiérarchie entre les droits et libertés, notamment au regard d'autres droits, comme le droit à la santé, ou même si on allait plus loin, le droit de tout individu à vivre dans un environnement sain, mais ça serait assez limité compte tenu du fait que les restrictions ne s'appliquent qu'aux droits et libertés impliquant des rapports interpersonnels. Et enfin, s'agissant des besoins essentiels à la vie de la nation, les choses sont plus compliquées. Comme je vous le disais tout à l'heure, la nation n'existe pas, on ne peut pas déjeuner avec la nation. Donc la détermination des besoins essentiels à sa vie s'en trouve nécessairement plus malaisée et plus complexe. Et je crois que c'est tout le cœur du débat en ce moment, et c'est ce qui a été très justement souligné lors des débats qui ont précédé l'adoption de la loi sur l'urgence sanitaire,
Qu'est-ce qui est essentiel à la vie de la nation? Où place-t-on le curseur? Les services publics, dans un premier temps, le Premier ministre avait estimé que tous les services publics devaient rester ouverts précisément parce qu'ils contribuaient à la vie de la nation. Mais depuis, on a assisté à une forme de recroquevillement, les services publics s'étant recroquevillés sur leurs activités essentielles. On l'a vu dans l'hôpital avec le report des soins non essentiels, dans la police, dans la justice, avec l'émergence de cette notion de contentieux essentiel. Et pour les activités privées, en l'absence d'autorité compétente pour déterminer ce qui est essentiel à la vie de la nation ou pas, les autorités privées se livrent, les organismes privés se livrent depuis quelques jours à une forme d'auto-appréciation en déterminant ce qui est essentiel à la vie de la nation ou pas. Alors cette question des besoins essentiels à la vie de la nation est également, selon moi, très digne d'intérêt, notamment pourrait permettre de relancer des débats sur la théorie du service public, mais ce ne sera pas évidemment le propos aujourd'hui. Ma communication, surtout dans sa deuxième partie, ouvrant peut-être davantage de pistes de réflexion qu'elle n'apporte de véritables réponses. Je vous remercie.